terminé. C'est peut-être même mieux. Non, ça fait loin. Ça fait loin. Non, on va remettre là. Voilà. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce dernier café historique de l'année. Dernier café historique donc, qui clôture le 2015, mais qui va peut-être clôturer aussi le bicentenaire d'une célèbre bataille et d'une célèbre épopée avec la bataille donc, de Waterloo, qui cette année a connu donc, de nombreuses manifestations auxquelles a participé M. Thierry Lenz. Et donc, qui était plus à même de nous parler de cette bataille que notre conférencier de ce soir? Eh bien, peu d'historiens. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, M. Thierry Lenz, éminent spécialiste sur la période impériale. Mais je vais laisser la parole à Laurent Coste pour nous le présenter plus largement. De mon côté, je reprendrai la parole tout à l'heure pour vous présenter ensuite un petit peu l'avenir du café, les conférences à venir, et surtout aussi pour vous dire que pour approfondir le sujet, comme nous avons l'habitude de le faire, vous avez de nombreux ouvrages à disposition là-bas. Enfin, voilà. Et on verra tout cela, donc après, je vous en reparlerai. Voilà. Laurent. Bien, alors vous êtes venu écouter Thierry Lenz, je serai donc bref. Thierry Lenz, il est le directeur de la Fondation Napoléon, une institution incontournable aujourd'hui dans les études napoléoniennes. Il a écrit de nombreux ouvrages, la nouvelle histoire du Premier Empire, remarquable. Et là, il termine effectivement la série des commémorations du centenaire de la campagne de Russie, de la campagne d'Allemagne, la campagne de France, 1815. Peut-être un peu de répit l'année prochaine, peut-être. En tout cas, il va donc vous évoquer la bataille de Waterloo qui clôt le vol de l'air quand l'empereur a décidé de quitter cette île magnifique qu'est l'île d'Elbe, que je vous invite à visiter si vous en avez l'occasion, pour retenter l'aventure de donner encore vie à son épopée. Je lui cède tout de suite la parole. Je lui poserai ensuite quelques questions et puis ce sera au tour de la salle. Bien. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est la première fois que je fais une causerie dans un café, fut-il littéraire, donc c'est un peu à moi d'essayer de capter votre attention de telle sorte que puisse s'entendre. Je n'ai pas besoin de parler trop près du micro comme je l'ai fait tout à l'heure. Bon, je suis évidemment très content d'être à Bordeaux, qui est une
ville dans laquelle j'ai beaucoup de souvenirs non napoléoniens. Donc c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Stéphane. Je suis très content que le professeur Coste soit là aussi. Donc voilà, une fois que nous nous sommes dit merci et le plaisir que nous allons être ensemble, on va pouvoir commencer. J'ai pensé en effet que par les temps qui courent, avec cette ambiance un petit peu lourde, ces événements extraordinairement angoissants qui nous sont arrivés ces derniers temps, peut-être fallait-il détendre l'atmosphère en parlant de la bataille de Waterloo, qui est probablement une des plus grandes catastrophes militaires françaises avant 1940. Mais nous avons la chance qu'elle a eu lieu il y a 200 ans, qu'il y a eu un peu de recul, que vous en avez beaucoup entendu parler cette année, ce qui nous permettra de faire quelque chose d'aussi précis possible, mais assez court finalement, pour que nous ayons le temps évidemment de discuter un peu à cette posée. Alors, je vais être un peu obligé de faire de la chronologie pour ceux qui auraient un peu oublié, mais rassurez-vous, ça va être assez rapide. J'ai préparé quelques cartes, peut-être qu'on ne peut pas les avoir toutes avec l'écran, les cartes sur le site. Oui, on va essayer de les avoir près l'écran, de telle sorte que vous puissiez les déchiffrer un petit peu. Voilà, donc, de toute façon, cette carte, on ne va pas la regarder en détail, vous la connaissez. C'est la carte du retour de l'île d'Elbe, donc retour de Napoléon, qui commence le 1er mars par un débarquement à Golfe-au-Juan et qui s'achève le 20 mars par un retour à Paris. Alors, ce retour de l'île d'Elbe est un événement qui est un véritable prélude à la bataille de Waterloo, et on peut dire que la bataille de Waterloo commence le 1er mars, puisqu'elle va avoir des conséquences sur la position de l'Europe par rapport à la France qui vont être extrêmement importantes. D'aucuns diront dramatiques, et vous verrez à quel point elles le sont, à la fin de cette posée. En fait, Napoléon, le sort de Napoléon, le début de la bataille de Waterloo, se déroule exactement le 13 mars. Le 13 mars, Napoléon est en train d'approcher de Lyon. Enfin, il est à Lyon, pardon, il va reprendre sa montée vers Paris. Mais c'est le 13 mars que commence la bataille de Waterloo, puisque au moment où Napoléon débarque, le Congrès européen est encore réuni à Vienne. Vienne apprend le débarquement de Napoléon le 10 mars. Ça provoque un véritable choc dans les délégations qui sont là. Vous savez que ce Congrès réunit tous les États européens. Non seulement, si c'est évidemment l'organisateur qui essaie de les concentrer, ça va pas aller. Évidemment, les représentants des différents pays, mais aussi, et c'est ça qui est très important, les souverains. Beaucoup de souverains sont à Vienne, et on va dire que la première erreur de Napoléon est d'avoir débarqué à un moment où le Congrès n'est pas dissous, où les souverains ne sont pas rentrés chez eux, puisque si chacun était rentré chez soi, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, Talleyrand à Paris, etc., évidemment, les communications entre les puissances européennes auraient été beaucoup moins faciles. Or, Napoléon pense à ce moment-là que le Congrès est dissous. Il a lu dans les journaux que le tsar rentrait à Saint-Pétersbourg pour pouvoir y célébrer la Pâque orthodoxe. Et lui-même, d'ailleurs, dira dans ses mémoires, j'aurais dû attendre un peu parce que il aurait dû attendre 3 mois avant de débarquer. Parce qu'évidemment, lorsque le Congrès apprend le débarquement de Napoléon, ils sont tous là. Ils n'ont pas besoin d'aller bien loin pour se réunir. Bien sûr, au départ, les puissances vont se disputer. On va accuser le tsar d'avoir donné un exil trop facile à Napoléon, à l'île d'Elbe, 13 km de la côte italienne. On va accuser les Anglais de mal avoir surveillé l'île d'Elbe. On va accuser les Autrichiens de jouer un double jeu parce qu'ils voudraient établir le roi de Rome sur le trône de France. Mais il y a un homme qui va intervenir. Cet homme, c'est Talleyrand. Et il va réussir à réunir l'ensemble des puissances et à leur faire prendre une position commune. Cette position, c'est la déclaration du 13 mars 1815, cette déclaration qui dit que Napoléon s'est mis hors des lois de l'Europe, il est donc un hors la loi, et qu'en tant que tel, on ne discutera pas avec lui, car on ne discute pas avec un hors la loi. Et donc, dès le 13 mars, Napoléon est quasiment sûr que s'il arrive à Paris, bien sûr, vous savez, il aura contre lui
d'un grand nombre de traités militaires qui, pour simplifier, disent que chaque grande puissance va mettre 150 000 hommes dans la balance et que l'Angleterre, qui n'a pas les 150 000 hommes nécessaires, l'Angleterre va, pour sa part, payer des subsides, comme elle le fait depuis 15 ans, à fonction du nombre d'hommes qui vont être mis en ligne par ses alliés. Donc, lorsque Napoléon arrive le 20 mars à Paris, il sait déjà que l'Europe ne voudra pas discuter avec lui. Et c'est effectivement un des premiers drames des 100 jours, c'est que Napoléon est sûr d'avoir la guerre. Alors, il va en être de plus en plus sûr, si je puis dire, puisque les frontières vont être fermées. Tous les messages que Napoléon va essayer de faire passer à Vienne, et y compris les messages de volonté, y compris les messages de paix, vont être interceptés. On va lui renvoyer même ces messagers, et les quelques lettres qui vont réussir à passer la frontière seront déposées, cachetées sur la table du Congrès, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance et que les positions de ce côté-là restent communes. Alors, ça n'est pas un chiffre lancé en l'air par les Alliés, c'est 150 000 hommes par puissance. On envisage même d'en mettre en ligne au total 1 million à l'automne. Il y a déjà des promesses qui sont faites en ce sens. Et ces troupes ne se trouvent au fond pas très loin du théâtre d'opération, puisque les troupes qui vont immédiatement faire demi-tour et marcher sur la France sont les troupes qui repartent de l'occupation française, puisque après la campagne de 1814, les traités avaient prévu que le territoire français serait évacué, c'est ce qui se passe. Donc ces soldats sont en train de partir, ils font simplement demi-tour pour marcher vers la France. Il faut savoir qu'à la mi-avril, le quartier général des Alliés sera à Heidelberg, c'est-à-dire pas très loin de la frontière française, ce qui montre bien que la mise en ligne de ces effectifs, on va voir quels sont les effectifs tout à l'heure, a été extrêmement rapide. Donc première raison pour Napoléon de faire la guerre, c'est qu'il a des ennemis, c'est que des armées marchent vers la France. Et il va en avoir une deuxième qui est de politique intérieure. Vous savez tous, évidemment, l'expérience à la fois récente et historique nous montre qu'il y a aussi parfois des implications politiques intérieures à la politique extérieure. Et là, Napoléon va se trouver placé devant une situation nécessaire de faire la guerre. On a coutume de dire qu'au moment des 100 jours, Napoléon a été porté par la population vers les Tuileries, etc. Alors il faut évidemment revenir sur cette idée un petit peu légendaire, puisque en dernière analyse, en valeur absolue, le retour de Videnne, c'est un peu un coup d'état militaire. C'est-à-dire que la population, d'abord, elle n'a pas le temps de se rendre compte de Napoléon, il débarque le 1er mars, il est à Paris le 20. Toute une partie de la France ne saura même pas que Napoléon est revenu. Rennes va apprendre l'entrée de Napoléon aux Tuileries le 27 mars. Et comme je le dis parfois, il est pratiquement sûr que dans des régions reculées, des Alpes ou des Pyrénées, les gens ne sauront même pas que Napoléon était revenu. Véritablement, c'est l'armée qui ramène Napoléon à Paris. Et une fois que Napoléon est à Paris, il va se trouver devant une situation politique pour lui inédite, une situation politique dont il ne saura pas se dépêtrer, qui est due au fait que pendant le retour de Videnne, il a fait toute une série de promesses. Il a fait notamment, pour simplifier, la promesse de retremper sa légitimité dans le suffrage universel. Il s'est présenté comme une espèce de libéral qui n'est pas, c'est un gouvernement plutôt autoritaire, avec une monarchie administrative autoritaire, on peut dire. Et lorsqu'il arrive à Paris, il va se trouver dans cette situation politique qui va l'obliger à essayer de retremper sa légitimité dans le suffrage de ses concitoyens. Alors, je vais très vite, tout ça est un peu connu. Il va y avoir pendant les 100 jours 3 élections importantes, et ces 3 élections, Napoléon va les perdre. Ce qui contredit un peu la légende qui s'est élevée ensuite des 100 jours d'une espèce d'acclamation nationale, d'acclamation générale de Napoléon. 3 élections, on va les prendre, on va dire, de la moins grave à la plus grave. Les premières sont des élections municipales. Napoléon, vous le savez, a été obligé d'accepter ce qu'on a appelé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Il est donc obligé de faire procéder à un certain nombre de renouvellements des représentants. Et le premier renouvellement va être celui des municipalités. Alors pour la première fois depuis 1789,
ces élections vont avoir lieu au suffrage universel direct. Je précise pour les dames, le seul vrai suffrage universel, le suffrage universel masculin. Suffrage universel qui est remis en jeu dans les élections municipales. C'est la première fois que des élections municipales au suffrage universel ont lieu en France. C'est pour les communes de moins de 5 000 habitants. Je vous la fais courte, pratiquement 80% des maires royalistes sont réélus. Alors cette France rurale, que l'on dit bonapartiste, on dit qu'elle est le meilleur soutien de Napoléon, cette France rurale, elle préfère conserver les maires qui ont été donnés par la Restauration, et c'est un premier camouflet qui est donné à Napoléon. Le deuxième est bien plus grave encore sur le plan politique, puisqu'il s'agit des élections à la Chambre des représentants. Napoléon, dans l'acte additionnel de la Constitution de l'Empire, a accepté de recréer un Parlement. C'est quelque chose qu'il n'aime pas, c'est quelque chose il n'aime pas les discussions dans les chambres, il n'aime pas avoir à discuter, à concéder des choses aux chambres, mais là, il a bien été obligé de faire cette concession aux libéraux, et on organise donc des élections législatives pour l'élection des membres de la Chambre des représentants. Et ça, c'est une véritable catastrophe pour le régime, puisque sur à peu près 600 députés qui vont être élus, il y en a plus de 500 qui sont opposés à l'Empire tel qu'on le concevait avant 1814. On les appelle des libéraux, ce sont, on va dire, c'est une espèce de frange un peu molle, une espèce de modèle de l'époque 1815, mais dans laquelle il y a quelques fortes personnalités, et notamment celui qui va se considérer comme le chef de file des libéraux, Lafayette, le revenant. Lafayette, un des hommes les plus connus de l'histoire de France, probablement le seul qui a échoué dans toutes ses entreprises, mais n'empêche que cette fois-ci, il croit qu'il va enfin pouvoir jouer son grand rôle historique, prend la tête des libéraux et décide dès ce moment-là qu'on va mener la figure au gouvernement impérial, et c'est effectivement ce qui va se passer, mais sur des points importants, bien sûr, mais aussi sur des points tout à fait secondaires. Par exemple, la famille impériale doit-elle avoir des fauteuils lorsqu'elle assiste aux séances, etc. Mais ça va profondément agacer Napoléon et lui donner une bonne idée de ce qu'il doit faire pour reprendre en main ses chambres. Cette idée, c'est évidemment passer à l'offensive militaire, de remporter une grande bataille et de revenir mettre de l'ordre chez les barbares, famille des Amis. La troisième défaite de Napoléon, c'est la défaite du plébiscite. Le plébiscite, c'est par excellence l'acte de recherche de la légitimité par Napoléon. Il en a organisé 3 sur le consulat, et puis ensuite on a rangé le plébiscite dans le magasin des accessoires. Et là, en 1815, il décide de faire approuver par plébiscite, référendum, la Constitution, l'acte additionnel de la Constitution de l'Empire. C'est un échec lamentable. Il y a moins de 20% de participation, c'est-à-dire très peu de participation, et on est revenu en termes politiques à ce qu'était l'opinion en 1800. Quand Napoléon organise le premier plébiscite avec l'État du district de mer, il a à peu près 1 500 000 votants, 1 500 000 oui, généralement très peu de non, ce qui est peu par rapport au corps électoral, ça représente à peine 20%, et évidemment, ça n'est pas une majorité écrasante qui permettait de dire j'ai retrempé ma légitimité dans le peuple. Il ne faut pas prendre des bouillées des gens dans cette pouvoir de participation. Il a eu en 1802 en 1804 d'excellente participation, 40-45%, c'est-à-dire que quasiment la majorité du corps électoral qui a regardé cette conférence. Là, en 1815, on est à moins de 20%, avec les campagnes qui avaient donné un camouflet au niveau des municipales, là ce sont les villes qui vont se montrer extrêmement frileuses, puisque dans une ville comme Marseille, il y a 2% de participation, Paris est à moins de 10, etc. Même une ville très loyaliste, très napoléonienne comme Metz, va monter à 3-4%. On voit là aussi Napoléon sent bien qu'on a quelques doutes sur l'avenir de son régime. Il n'y a pas que le peuple d'ailleurs qui montre ses doutes, les élites aussi ont beaucoup hésité. Napoléon va avoir beaucoup de mal à constituer son gouvernement. Tout le monde refuse d'être ministre, même Marais, qui est pourtant le fidèle parmi les fidèles, va vraiment se faire prier pour redevenir secrétaire d'État impérial, mais il prévient. Dès que la paix sera revenue, il démissionnera, il ne peut plus être entraîné dans ces aventures d'empire et d'autorité. Donc vous voyez, Napoléon est mal assis pendant les 100 jours. Il va d'ailleurs très peu s'occuper de
laisser le champ libre à ses adversaires, Lafayette bien sûr, mais un adversaire de l'intérieur beaucoup plus dangereux que l'était Lafayette, c'est Fouché. Il est obligé de renommer Fouché au ministère de la police, et Fouché va passer 100 jours à faire par la suite comme si il était sûr que Napoléon allait chuter. D'ailleurs, au début de ce tour, Fouché est fini, cette affaire-là de ce qui est plutôt bien vu, puisque c'est effectivement 3 mois. Alors, vous voyez, Napoléon, qui est un homme de théâtre, qui est un homme de poker, a immédiatement de bonnes raisons de passer à l'offensive. Alors, on va voir la carte suivante, qui est peut-être plus parlante. C'est un peu la situation, malheureusement, latérale, c'est la situation de la France sur le plan militaire, on va dire, à la mi-avril-mai 1815. Donc vous voyez que sont en train de marcher sur la France d'énormes armées, une armée de 230 000 hommes commandée par Schwarzenberg qui se présente plutôt à l'Est, 150 000 Austro-Russes qui vont rentrer par l'Alsace et la Lorraine, un petit peu de Piémontais ici, mais ils ne le pas parce qu'ils sont en train de se lever au sud, et puis un peu d'Espagnols, mais bon, les Espagnols ne dépassent jamais les dernières communes de leur pays pour l'invasion. Donc, Napoléon, face à ce déferlement, a besoin de reconstituer une armée. Alors, l'armée, on en a plus. L'armée de 1814 a été non seulement vaincue, mais elle a été aussi désarmée. Les Alliés ont profité de l'occupation pour voler des phrases, pour voler des armes de poing, etc. Et puis surtout, le gouvernement de 18 a décidé de supprimer la moitié des effectifs, puisqu'il avait fait des économies. De dire que le gouvernement de la première restauration, c'est le premier gouvernement technocrate. Ils ont dit qu'on doit faire 50% d'économie, on va tout diviser par deux. C'est effectivement ce qui s'est passé avec, vous savez, du mécontentement dans l'armée à cause de la mise en position de milliers d'hommes et d'officiers, mais aussi un affaiblissement général des forces armées par l'extraction de l'armée française des meilleurs officiers. Alors, vous allez me dire, Napoléon est habitué à retirer des armées, il n'a qu'à appeler des conscrits. Le problème, et c'est là encore un autre problème politique auquel se heurte Napoléon, c'est que la traditionnelle constitution de l'Empire prévoit que la conscription doit être décidée par les chambres. Et au moment où Napoléon veut faire appel à la conscription, on lui fait remarquer dans son entourage, aussi le Conseil d'État, et qu'il n'a pas le droit d'appeler la conscription. Imaginez Napoléon qui va commencer à connaître un peu, à qui on dit qu'il n'avait pas le droit. Alors ça l'agace énormément, mais évidemment, il n'a trouvé aucun fonctionnaire pour violer une constitution qui va seulement être mise en place à ce moment-là. Donc il va trouver des espèces d'expédients, on va appeler les militaires étrangers, on va appeler les volontaires, on va embaucher des étrangers, on va demander aux retraités de reprendre du service. Napoléon va se leurrer aussi en appelant la garde nationale. Alors il aime la garde nationale, sur le papier ça lui coûte $1 million. Mais la garde nationale, c'est vous et moi à qui on donne un uniforme, éventuellement un fusil quand on en a. Tout ça ne fait pas évidemment une armée. Alors il va réussir un petit artifice juridique. La classe 1815 avait été appelée mais non incorporée. Le Conseil d'État va l'autoriser à considérer que ce sont des militaires en congé. Donc il va réussir à plâtrer un peu, à replâtrer un peu les effectifs. Mais il faut le dire, contrairement à ce que Napoléon dira plus tard à Sainte-Hélène, contrairement à ce que l'on lit habituellement, il n'y a pas d'armée française à opposer à cette invasion. Voici le dispositif que Napoléon a décidé. Vous voyez, ce sont des effectifs assez faibles. Pour ceux qui arrivent à lire, vous avez des 23 000, des 20 000, des 22 000 qui sont opposés à 230 000, 150 000. Et tout ça, il faut compter que c'est à moitié, pour la moitié de la garde nationale. C'est-à-dire que les effectifs de troupes régulières sont extrêmement faibles et que, évidemment, personne ne va réussir à endiguer l'invasion, ni en Lorraine, ni dans la région lyonnaise, ni nulle part. Ça, Napoléon sait dès le départ. Les commandants d'armée de François en disant on ne pourra évidemment jamais résister. Alors, dès le départ, Napoléon a l'idée de frapper un coup, de faire un coup de tonnerre, comme il a dit. C'est avec cette grosse armée, enfin cette grosse armée, 5
cette armée qui va constituer, qu'on va appeler l'armée du Nord. Cette armée est dès le début positionnée face à la Belgique. On va voir dans quelques instants pourquoi, mais c'est pour Napoléon la seule façon en fait, je sais que tout à l'heure vous allez me poser la question, que se serait-il passé s'il avait gagné Waterloo? Dans la tête de Napoléon, c'est très clair. S'il remporte la bataille en Belgique, il va rentrer dans Bruxelles, ça provoquera dans la coalition une espèce d'émoi, et il va profiter de cet émoi pour tenter d'engager des négociations. Voilà. Il n'a évidemment pas l'intention d'aller se battre avec 120 000 hommes contre 1 million d'hommes. Napoléon est quand même un peu réaliste. Une fois, pendant les 100 jours, il apprend que c'est là que vous avez écouté. Là, quand même, il le sait. Donc, l'idée pour lui, ça n'est pas de détruire le million d'hommes qui lui est opposé, mais c'est de frapper un grand coup. Frapper un grand coup pour obtenir la paix extérieure, et puis frapper un grand coup pour revenir à Paris, reprendre en main son pouvoir qui lui échappe totalement. Alors, deuxième avantage de Napoléon, c'est que en Belgique, il a face à lui deux armées, à peu près de la taille équivalente à la sienne, on va voir tout à l'heure, et qui sont des armées, l'une qu'il sait qu'il peut battre, une armée prussienne, et puis ce qu'on va appeler pour le moment une armée anglaise, et ça l'intéresse beaucoup. Ça l'intéresse beaucoup de vaincre une armée anglaise, d'abord parce que Napoléon a été très rarement opposé à des soldats anglais pendant sa carrière, et en même temps, l'Angleterre étant le pivot des coalitions, il se dit si je détruis l'armée anglaise, les Anglais n'ont pas 36 armées, ils en ont qu'une, si je détruis l'armée anglaise, la coalition va être très affaiblie parce que l'Angleterre elle-même va vaciller et va être peut-être envie de demander des négociations. Alors, il y a donc en Belgique, dans l'actuelle Belgique, une armée prussienne, une armée anglaise, mais vous allez me dire, que font-elles là? Alors, que font-elles là? Elles sont là pour préparer la proclamation du royaume des Pays-Bas. Dans les négociations de Vienne, on a prévu des espèces de puissances moyennes pour surveiller la France tout autour de la frontière française. Et parmi elles, l'Angleterre a décidé, de son propre chef, de créer ce qu'on appelle le royaume des Pays-Bas, qui est le royaume des Pays-Bas actuel, plus la Belgique, plus le Luxembourg, en union nationale. Donc c'est un royaume des Pays-Bas beaucoup plus ventru, si vous voulez, que l'est le royaume actuel. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour la création de ce royaume des Pays-Bas, et notamment pas les Prussiens. Les Prussiens pensent que le Luxembourg peut leur revenir, et puis la région germanophone de l'actuelle Belgique aussi. Donc dès le début des négociations de Vienne, les Prussiens ont placé un petit corps d'armée à l'est de ce royaume, futur royaume des Pays-Bas, pour se dire si jamais les choses vont mal, on aura une armée qui pourra occuper les régions germanophones. Il faut se rappeler que la Vienne a été un grand bras de fer, et qu'on a frôlé la guerre à plusieurs reprises. Donc les Prussiens ont placé une armée. Et les Anglais se sont dit, nous, pour défendre le royaume des Pays-Bas, on va aussi y placer une armée. Et c'est comme ça qu'une armée anglaise s'est installée dès le début de la guerre et a été renforcée au fur et à mesure par les effectifs libérés des États-Unis et d'autres théâtres que les Anglais ont réussi à monter, et s'est installée autour de Bruxelles, un, pour surveiller cette population francophone qui était française pendant 20 ans, deux, pour parer à toute éventualité pour contrer les Prussiens. Alors, ces deux armées sont positionnées, alors malheureusement les couleurs ne sont pas bien nettes, mais je vais vous montrer avec la couleur. Alors, on va montrer avec le doigt. Alors, voici comment sont positionnées ces deux armées. Elles correspondent assez bien à ce que je viens de vous dire. Les Prussiens sont plutôt dans l'est, avec un quartier général du côté de Liège, ici, et on va dire leur armée est tournée plutôt, à partir du moment où les Prussiens savent qu'ils vont avoir à se battre contre Napoléon, leur armée va être plutôt tournée vers la frontière française aux alentours de Charleroi. Ça, c'est la zone des Prussiens. Donc, vous voyez, ça, c'est la zone de les Anglais, eux, sont plutôt sur une idée de défendre Bruxelles, bien sûr, d'assurer Bruxelles au royaume des Pays-Bas, mais s'ils avaient à combattre les Français, Wellington estime que les Français
attaquerait du côté de Mons. Ce qui fait que l'armée anglaise, comme vous le voyez, est plutôt concentrée sur, on va dire, une attaque française qui viendrait de Mons. Donc ces deux armées n'ont pas la même idée stratégique de ce qui pourrait se passer si Napoléon prenait l'offensive. Et ça, Napoléon le sait dès le début. Il a un bon service, à ce moment-là, un bon service d'espionnage qui lui indique exactement comment sont positionnés les troupes adverses. Et dans la tête de Napoléon, évidemment, immédiatement, il comprend qu'il va pouvoir rééditer, on va dire, sa vieille stratégie. La stratégie de l'Italie, c'est je passe au milieu, je bats un et je battrai l'autre après. Alors, avant de passer à la stratégie de Napoléon, une remarque. Il n'y a pas de commandement complet dans les troupes alliées. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Ça n'est vraiment, d'ailleurs, dans l'histoire, on peut dire que c'est la première fois où une grande coalition aura un commandement unique, ce sera en 1418 et encore dans les derniers mois de la guerre, où le général Foch sera nommé à la tête généralissime. Là, il n'en est pas question. Il y a un généralissime qui est Joseph Schwarzenberg, un Autrichien, mais c'est un généralissime d'opérette. Il ne décide pas des les autres. On en a eu la preuve pendant la campagne de France l'année d'avant, où chacun est parti marcher vers Paris comme il le voulait, pratiquement sans dire à son voisin qu'il y avait, etc. Et ça, Napoléon en a profité. Donc là, on a exactement la position, on va dire, traditionnelle. Alors, ce que veut faire Napoléon, je crois que c'est la carte suivante, c'est reproduire une manœuvre que les spécialistes appellent une manœuvre sur une position centrale, c'est-à-dire que son idée, en gros, c'est de passer entre les deux, d'en battre un pendant qu'une partie de son armée contiendra les autres. C'est-à-dire qu'il a à peu près, on va dire, 100, 120 000 hommes de chaque côté. Avec ces 120 000 hommes, il va en battre un, et puis ensuite il se retournera contre l'autre. Ça part aussi du principe, et ça va être essentiel dans la campagne de Waterloo, que dans les règles de la guerre, un vaincu se replie toujours sur ce qu'on appelle les lignes de communication. C'est-à-dire que dans l'esprit de Napoléon, s'il bat d'abord les Prussiens repartiront vers l'Allemagne, c'est-à-dire vers leur dépôt, vers leur réserve, vers leur renfort, etc. Donc vers l'Est. S'il bat les Anglais vont forcément se replier sur leur ligne de communication, c'est-à-dire les ports belges, et puis éventuellement rembarquer et repartir en Angleterre, toujours avoir à l'esprit que l'Angleterre n'a pas 3, 4, 5 armées, elle en a une, et qu'on va en prendre soin. C'est Dunkerque en 1940. Donc, ça c'est le principe de Napoléon. C'est évidemment la seule solution possible. C'est ce qui s'est toujours passé avec lui, mais voilà, comme ça s'est toujours passé comme ça, il y a des gens dans le camp inverse qui connaissent la stratégie habituelle de Napoléon, et parmi eux, le chef d'état-major de l'armée prussienne est commandé par le maréchal Blücher, mais il y a un chef d'état-major qui s'appelle Gneisenau, et ce chef d'état-major est un homme qui a déjà beaucoup payé pour avoir négligé les manœuvres de Napoléon, et surtout qui réfléchit un petit peu à ce qui se passe. Et Gneisenau va obtenir de Wellington, le commandant de l'armée anglaise, qu'il y ait des réunions d'état-major communes. Il va y en avoir 2 avant l'entrée en campagne de Napoléon, au cours desquelles on va décider que, quel que soit le premier des 2 qui va être attaqué, les autres feront tout pour venir l'aider. Alors ça n'a l'air de rien, évidemment, c'est ce qu'on aurait pensé tous, mais ça n'est absolument pas dans les habitudes, les traditions des alliances de l'époque. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Les Prussiens, on le sait déjà, vont respecter leurs promesses. Ils vont tout faire pour rejoindre Wellington après leur premier choc et leur première défaite. Tandis que les Anglais, on est quand même à peu près sûr qu'ils n'auraient pas tenu la promesse puisque Wellington avait préparé l'embarquement de son armée à Anvers. Alors, un petit mot quand même sur ces 2 armées. L'armée prussienne est une armée relativement aguerrie. Elle est composée à 99% d'Allemands. Elle est assez cohérente. Alors, il y a dedans, dans cette armée, des Allemands qui avaient combattu avec les Français dans le cadre de la Confédération du Rhin, notamment les Saxons. Il va y avoir quelques problèmes avec les Saxons, d'ailleurs, Blücher va les renvoyer en Allemagne parce qu'ils sont fébrilles, combattus toujours aux côtés de Napoléon. Et par ailleurs, le
roi de Saxe a été enfermé, on l'a privé d'une partie de son territoire, etc. Donc il y a quelques problèmes, mais ils ne sont quand même pas très importants. Du côté anglais, c'est bien pire. Dans les effectifs de Wellington, il y a à peu près seulement 15% de Britanniques. Donc, quand on entend les Anglais nous dire que Waterloo est une victoire anglaise, c'est assez rigolo, parce qu'il n'y a que 15% de Britanniques dans l'armée anglaise, 15 à 20%. Tout le reste est composé de volontaires, brunswickois, hanovriens, et puis quand même d'une grosse moitié de soldats hollandais, soldats des Pays-Bas. Donc la bataille, l'armée anglaise est au minimum une armée anglo-néerlandaise, certes commandée par un maréchal anglais, Wellington, mais elle est quand même, comment dire, pas seulement britannique. D'ailleurs, ça pose des tas de problèmes de commandement, d'abord parce que les gens ne parlent pas la même langue, les Anglais ne parlent pas anglais, c'est traditionnel. Les Néerlandais parlent français, mais comme il n'y a pas d'anglais, alors il va falloir créer un système d'interprètes. Et puis surtout, les Néerlandais refusent d'être commandés par Wellington. Donc il va falloir que le roi des Pays-Bas nomme Wellington maréchal des Pays-Bas pour que les généraux néerlandais acceptent de se placer sous son commandement. Mais on le voit, c'est une armée quand même assez friable. Et Wellington, d'ailleurs, lui-même le sait. Il connaît ce problème. Alors, l'image suivante, oui, c'est bien ça. Alors, la campagne va se passer au départ exactement comme Napoléon l'a prévu. C'est Jacques Garnier, qui est un historien militaire du Premier Empire, qui dit c'est le dernier coup de génie de Napoléon. C'est effectivement ce qu'il a prévu dans les grandes lignes va se passer. C'est-à-dire qu'il va prendre l'offensive par Charleroi. Les Anglais vont toujours tourner vers Mons. Il n'y aura pas les Anglais d'abord contre lui. Et puis il va remonter pour coller les Prussiens dans la région de Ligny. Alors, Napoléon va gagner la bataille de Ligny le 16 juin 1815, donc 2 jours après l'entrée en campagne, et dans son esprit, évidemment, les Prussiens vont se replier vers l'Est, et donc il a éliminé une partie des armées ennemies. Il va commettre dans cette campagne pas mal d'erreurs dans l'organisation de l'armée. La première, c'est qu'il fait une réorganisation générale des corps jusqu'au niveau régimentaire, 10 jours, 15 jours, 1 mois au maximum avant l'entrée en campagne. Ce qui